Alors, notre premier exposé est par Valérie Bonardo, qui est de l'université Rennes 1-2, où elle est enseignant-chercheur en géographie, physique et environnementale. Elle a fait une thèse sur le thème du climat et de la vigne en Bourgogne, suivie de post-doc et de contrat en Afrique du Sud, toujours un peu sur les mêmes thèmes au Cap. Et elle va nous parler aujourd'hui du développement de la vigne en Bretagne, ce qui est un petit peu une provocation dans ce pays chinois. C'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour à tous. Oui, c'est sûr que quand les activités et l'espace géographique sont associés, ça interpelle, ça fait rire, sourire, on se pose des questions. Donc avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs et plus particulièrement Isabelle Roussel pour m'avoir invité à donner cette conférence. Donc qui va porter sur le développement de la vigne en Bretagne, entre un levier législatif et le changement climatique. Donc effectivement, je suis à l'université Rennes 2. Mes recherches sont rattachées à une unité mixte de recherche CNRS, le LETG pour littoral, environnement, télédétection géomatique, donc qui est situé à Rennes, mais il est multisite. Ça couvre le grand ouest de la France. Je vais vous présenter quelque chose de très général au départ, mais sur la fin, je vais vous présenter des résultats qui sont issus donc du projet La Cave. Je crois qu'il y a les deux premiers conférenciers mardi qui en ont parlé, Pierre Sellier et Christian Huyghe, et également Philippe Levrault tout à l'heure, je crois, il en a parlé. Donc voilà, et c'est dans la continuité. Non, Philippe Levrault, il a parlé plutôt du Life at Viclim, quand il a montré sa petite carte du Saint-Émilion. Donc ce sont des recherches qui viennent un petit peu dans la poursuite de ce projet Life at Viclim et de l'IRP Vinadapt, et qui va être repris par la suite. Je vous en dirai plus sur ma diapositive de perspective et conclusion. Alors on va commencer, puisque c'est sur agriculture et climat, donc on va parler de l'agriculture en Bretagne. Elle a été pointée du doigt tout à l'heure pour certaines problématiques environnementales. Donc vous connaissez la Bretagne, surtout son poids dans l'agriculture au niveau national. C'est la première région pour la production végétale, donc voilà, le Prince de Bretagne, c'est 83% du pourcentage du tonnage national, ou alors les artichauts, pardon. C'est très connu également pour ses productions animales, notamment c'est 58%, presque 60% donc de l'élevage porcin. Mais il n'y a pas que, bovins, les volailles, etc. Et c'est surtout un poids dans l'industrie agroalimentaire, puisque au niveau national, les industries agroalimentaires, c'est 2% des employés, et en Bretagne, c'est 5%, auquel on rajoute donc 4% pour l'agriculture. Donc en Bretagne, si on additionne ces deux pourcentages, ça fait 9%, alors qu'au niveau national, c'est que 4%. Donc vous voyez le poids de l'agriculture dans cette région. Si on regarde, donc ça ce sont des chiffres qui sont pris sur le site de la DRAF de Bretagne, qui date peut-être un petit peu, puisque celui-là remonte du dernier recensement agricole, donc de 2010, mais sinon tous ces chiffres proviennent du memento qui a été réalisé en 2019. Donc on se pose des questions, voilà, où on va mettre la vigne entre les cultures céréalières destinées à la production pour nourrir les animaux ou pour exporter, et le maraîchage, donc plutôt sur le littoral nord ou sud. Donc ça interpelle également parce que, premièrement, quand on parle de Bretagne, on pense au mauvais temps, à la pluie, mais c'est pas vrai. Moi, je suis pas bretonne d'origine, mais
Voilà, il ne pleut pas tout le temps. Mais c'est bien un climat océanique frais. Donc ici, il y a 5 stations, donc une en altitude, une au nord de l'île-et-Vilaine, donc du côté de Saint-Malo, le bassin de Rennes, la côte sud et l'extrême ouest. Et vous voyez qu'on a quand même une dégradation de l'influence maritime vers l'intérieur. Et on a une opposition qui est liée également à l'opposition littorale à l'intérieur et au rôle du relief. Donc en gros, on peut découper quatre régions, on va dire, agroclimatiques. C'est beaucoup plus complexe dans le détail, mais on oppose donc un intérieur plutôt frais et humide, un littoral nord vraiment très océanique, le littoral sud qui est beaucoup plus chaud et ensoleillé, donc les côtes du Morbihan, et le bassin de Rennes, l'Est, on va dire, qui est plus sec et surtout des températures saisonnières plus contrastées. Donc des étés plus chauds et des hivers un petit peu également plus, je ne vais pas dire plus froids, mais plus frais qu'à l'ouest. Ça peut interpeller également parce que ce n'est pas un sol qui est, le sous-sol géologique n'est peut-être pas le meilleur pour la vigne, bien qu'il y a de la vigne sur le socle hercynien, par exemple dans le Beaujolais, ou alors certaines parcelles en Alsace, hein, sur les pieds des Vosges par exemple. Donc voilà, ça peut effectivement questionner. Et pourtant, il existe des vignes beaucoup plus au nord, à des latitudes septentrionales, donc plus près de la Bretagne. Vous connaissez peut-être les Arpents du Soleil, c'est un vignoble qui s'est développé donc, dans le Calvados, où il y a du pinot qui mûrit, de l'auxerrois, du chardonnay, donc c'est planté depuis la fin des années 90. On a évidemment un vignoble qui se développe à une vitesse grand V en Angleterre, jusqu'à des latitudes assez septentrionales, il y en a même en Écosse. Hein. Peut-être qu'à la COP26 boiront du vin écossais, je ne sais pas. Et le plus au nord, en fait, on en retrouve jusqu'au Danemark, à 55 degrés nord, voire en Suède. Donc évidemment avec des cépages assez précoces, pour qu'il n'est pas trop exigeant en termes de chaleur pour que le vin mûrisse. Et donc voilà un petit peu le vignoble breton, à quoi il ressemble. Donc je ne vais pas trop les commenter maintenant parce que j'y reviendrai tout à l'heure. Donc vous avez juste pour introduire donc des vignobles surtout sous statut on va dire privé et associatif dans un premier temps. Et ensuite, donc, au-dessus, ce sont plutôt des vignobles professionnels, donc ils sont en train de se développer. C'est un sujet très médiatisé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais à différentes échelles, hein, locales, régionales, nationales, voire internationales, puisqu'on a des journalistes anglais qui nous posent des questions également. Donc médiatisé, presse écrite, presse télévisée, le numérique, donc surtout au moment des vendanges. Au moment des vendanges, des vignes associatives, donc qui ont été les premières à se mettre en place, on va dire, à la fin des années 90, début des années 2000. Et il est majoritairement associé donc, au phénomène du changement climatique. Donc on peut entendre des termes, voilà, la Bretagne c'est le nouvel Eldorado viticole, la Bretagne peut-être devenir une terre de grand vin, donc ça c'est régional. Hein. Le vin va-t-il renaître en Bretagne? Pourquoi il renaîtrait? Est-ce qu'il a existé avant? Oui. La Bretagne, terre de vigne en devenir. Bref, et si on s'amuse à aller un petit peu plus loin, à reprendre des émissions télévisées, donc là c'était le cas en octobre 2018, où on pouvait entendre dans ce reportage des milliers d'hectares plantés, donc je vous rassure, on n'en est pas encore à ce stade, mais qui sait un jour, vous allez voir, cette diapo me fera peut-être mentir. On verra, l'avenir nous le dira.
Alors, quand la presse dit va renaître, là, pourquoi on parle de renaissance du vignoble breton? Eh bien, les historiens ont étudié également ce sujet. Si on prend les cadastres napoléoniens, en 1848, on dénombrait 800 hectares sur le territoire de la Bretagne. On fait la distinction entre le vignoble et les vergers, parce qu'il y a bien le VER pour distinguer le verger, et les vignes étaient vraiment avec le petit V, sur une même commune. Donc il n'y a pas de... On pourrait penser qu'il y a la non-distinction du V entre verger et vignoble, mais en fait, il y a bien deux signaux différents pour montrer, départager les deux productions. Le vignoble, en fait, il s'est beaucoup réduit au XIIe, XIIIe siècle, en raison en fait, de l'amélioration des routes maritimes qui ont en fait privilégié l'importation d'autres régions françaises, et notamment le Bordelais. Et l'extinction, on va dire, pas dire l'extinction, mais la disparition, la grande partie du disparition du vignoble, si on peut l'appeler comme ça, breton, eh bien c'était en même temps que le reste du vignoble français et européen, donc avec la crise du phylloxéra à la fin du XIXe siècle. Vous avez un ouvrage de Guy Saint-Drenant, et récemment, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la revue des œnologues, là il y a un article qui vient de sortir, où il explique un petit peu l'historique du vignoble, des vignes en Grande-Bretagne. Et ça, c'est une carte postale qui est extraite de cet article, qui montre les vendanges à Carnac, donc c'est la côte sud dans le Morbihan, sur le golfe du Morbihan, avec, je ne sais pas quel cépage c'était, mais c'était au moins une conduite en taille gobelet. Et plus récemment, un autre historien, alors ici, je ne sais pas si vous reconnaissez, donc c'est la côte, là c'est la baie du Mont-Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel est ici, Cancale, le barrage de la Rance, et donc ici vous avez le département de l'Ille-et-Vilaine, et à chaque fois l'historien a noté, grâce à la toponymie, enfin il a essayé de localiser les vignes, la Haute-Bretagne, donc en fait, en gros, maintenant, c'est l'équivalent du territoire départemental de l'Ille-et-Vilaine. Il a essayé de localiser les vignes d'après les textes et la toponymie, donc entre le XIe et le XIVe siècle. Vous voyez qu'il y en a un petit peu partout. On parle de renouveau parce que, tout simplement, la vigne, en premier, donc on n'a pas le droit de planter de la vigne ailleurs que dans les zones, dans les appellations d'origine contrôlée, sauf si c'est un statut privé. Vous avez le droit d'avoir un certain nombre de plants de vigne dans votre jardin, ou alors sous statut associatif. Excusez-moi. Et donc, là, juste pour vous illustrer quelques associations, donc c'est partout en Bretagne, c'est pas simplement la côte sud. Donc vous avez ici à l'extrême ouest, dans la ville de Quimper, le coteau de Bradon, où ils expérimentent même du grenache. Ici, c'est les vignerons de Garot, à Saint-Sulpiac, donc avec vue sur la Rance. Donc là, on est plein sud. Vous imaginez, plutôt vers moi, c'est Dinard et le barrage de la Rance. Et ici, je ne sais pas si vous connaissez le Mont Dol. Le Mont Dol, c'est un batholite granitique, à l'image de celui sur lequel l'abbaye du Mont-Saint-Michel est construite. Et vous avez un autre batholite granitique qui est plus à l'intérieur, et qui est donc le Mont Dol. Et là, vous avez une parcelle de chardonnay qui est plantée également plein sud, puisque la côte est vers vous, en fait. Donc voilà, ce sont des vignobles qui ont été plantés au début des années 2000, et là, un qui a été planté un peu plus récemment. Mais ce qui fait un petit peu parler en ce moment, c'est surtout la plantation de vignes sous statut professionnel.
Et les gens pensent que c'est à cause du réchauffement climatique. Oui et non, parce qu'en fait, le premier déclencheur, c'est un levier législatif, c'est un changement dans le régime d'autorisation des plantations de vignes. Avant, on n'avait pas le droit, donc je vous ai dit, il y avait des droits de plantation, et on ne pouvait planter que le nombre de plants qui étaient arrachés. Alors que maintenant, donc depuis la fin 2015, donc ça a été mis en vigueur en 2016, donc si je lis la partie rouge, les autorisations de plantation nouvelles correspondant à une superficie, c'est quand même limité, à une superficie inférieure à 1% de la superficie totale effectivement plantée en vigne, telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente. Donc en gros, en France, on a en ce moment environ 750 000 hectares, qui font que baisser, mais c'est 1% de ces 750 000 hectares. Je vous laisse faire le calcul. Et il y a ça a été mis à jour, et le Parlement européen, donc c'était l'année dernière, à l'automne l'année dernière, a prolongé ses autorisations jusqu'en 2050. Donc voilà, c'est sûr que dans les 30 années à venir, les gens, si vous voulez planter de la vigne en Bretagne, vous pouvez faire la demande auprès de Légifrance. Voilà, il y a un dossier à monter et vous êtes en droit de pouvoir planter de la vigne et donc de commercialiser le vin. Parce que pour l'instant, le vignoble sous statut privé ou associatif faisait du vin que pour la consommation courante, mais n'avait pas le droit de le vendre. Alors maintenant en chiffres, là c'est bien beau de voir quelques photos, donc c'est extrêmement difficile à chiffrer évidemment, mais il y a une association qui fédère toutes les autres associations qui s'appelle l'Association pour la reconnaissance des vins bretons, donc qui s'est mise en place en 2005 et qui essaye de recenser tous les ans, de faire une mise au point des projets à leur connaissance. Donc évidemment, ce que je vais vous montrer, c'est des chiffres qui sont recensés par cette association, mais ce n'est pas un chiffre, c'est pas la statistique agricole, c'est non exhaustif. Alors, voilà une carte qui a été établie par l'ARVB en octobre 2019, juste pour vous montrer la localisation des vignes. Alors, voilà, certains se demandent le 44 dans la Bretagne. C'est la Bretagne historique, parce que nous, dans nos études, on la considère pour avoir une référence avec l'ancienne appellation, parce que le département Loire-Atlantique faisait partie de la Bretagne historiquement. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, je crois, que la Bretagne administrative est limitée à ces 4 départements. Mais au moins, on avait une référence avec le vignoble le plus proche, qui est le vignoble de Muscadet. Sinon, il faut aller le vignoble d'Angers, évidemment. Donc ici, vous voyez que ce n'est pas limité qu'au sud, qu'à la côte sud du Morbihan. Vous avez même sur le littoral nord des exploitations. Donc ici, c'est une carte, il y a 3 codes couleurs et 3 statuts. Donc les vignes professionnelles, les vignes associatives et les vignes privées. Celles qui sont en exploitation, en vert, celle où c'est en projet et une qui est en cours d'installation. Donc on peut regrouper avec le vert. Donc ça, c'était en octobre 2019. Ici, vous avez un tableau qui vous recense pour octobre, donc l'année dernière, octobre 2020. Donc ici, c'est limité aux 4 départements bretons, les statuts associatifs, privés, professionnels, donc on va faire un zoom ici, et en exploitation et en projet. Donc vous voyez que tous les départements, même dans le nord, les Côtes-d'Armor ou le département du Finistère le plus à l'ouest, eh bien, c'est même eux qui en ont le plus. C'est assez bien répertorié. Donc, c'est bien réparti, on va dire. À la fin de l'année dernière, il y avait environ une centaine d'hectares, donc sous tout statut confondu.
Et là, il y a une mise à jour qui a été estimée, qui a été faite au mois de mai 2021, qui concerne que les vignes professionnelles et où on a recensé, enfin c'est la RVB, qui a recensé 72 sites pour une totalité, une superficie de 220 hectares. Donc vous faites le ratio, ça fait en moyenne 3 hectares par site. Sachant que, évidemment, il y en a des plus grands et des plus petits. Des superficies moins de 3 et jusqu'à 5 ou 6 hectares pour les plus grands. Donc voilà, vous voyez bien qu'on passe du simple au double, mais c'est que pour les pros, le sujet, les lignes professionnelles. Donc ça se développe bien, et le premier levier, c'est le levier donc, législatif. Au niveau des cépages, donc tout ce qui est vignoble privé et vignoble associatif, en fait, il y avait beaucoup d'expérimentation. Les gens étaient curieux, c'est des passionnés de viticulture et d'énologie, donc ils ont planté un petit peu beaucoup de choses pour... ben voilà, c'était un petit peu un jeu, on va dire. Mais on va retrouver quand même des cépages, donc en blanc, des cépages pinot blanc, pinot gris ou chardonnay que l'on retrouve par exemple en Champagne ou en Bourgogne, je cherche le pinot noir, voilà. On est proche de l'Anjou, donc Chenin, Cabernet. Et il y a également des cépages hybrides qui sont plantés, et notamment le Sauvignac, le Pinotin et Rayon d'Or. Il faut que j'accélère, excusez-moi. Le contexte économique de la filière, le contexte national, pourquoi planter en Bretagne alors que les superficies nationales sont à la chute, 140 000 hectares en 20 ans, donc notamment c'est surtout dans le Languedoc. Tout à l'heure, Philippe Levaux a parlé du Gard, où voilà, il se demande quoi faire d'autre que la viticulture, puisqu'elle n'est plus possible dans le sud, et bien allons dans le nord. Et la production et la consommation également sont en baisse. D'accord ? La production, c'est cette ligne bleue ici, et la consommation, c'est l'orange. Donc le contexte national n'est pas en faveur de mettre plus de vignes. L'impact du changement climatique, je vais aller très très vite parce que je pense que la personne qui est le conférencier qui va me succéder va en parler certainement. Ici, ce sont des résultats donc, du projet LACAB. Et voilà, le problème majeur, c'est le déséquilibre entre l'alcool et l'acidité. Les températures qui augmentent l'alcool et en même temps font baisser l'acidité. Donc on a cet équilibre alcool et sucre qui est déséquilibré justement. Et c'est au niveau qualitatif, c'est le problème majeur. Donc, je ne m'étends pas là-dessus. Alors c'était pour montrer un exemple local. Par chez vous ici, donc si on prend, je ne sais pas, Chinon, vous voyez bien la teneur en sucre qui augmente, c'est de 80 à 2010, en même temps que l'acidité baisse. Je vais surtout vous montrer ici des petites stats, parce que ça a été, ces chiffres de sucre et d'acidité ont été corrélés avec des données climatiques, et notamment thermiques, et vous voyez que le sucre a une corrélation positive, et l'acidité une corrélation négative, avec les températures. Donc c'est ce qu'on va modéliser, on va utiliser les températures pour essayer de prédire ces taux de sucre, par exemple. Donc pour le programme LACAB, il y a 4 scénarios d'adaptation de la filière vigne et vin qui ont été mis en place pour faire face au changement climatique. Donc des scénarios en fonction de l'intensité d'innovation qui vont être mis à la parcelle ou alors au niveau de l'appellation, et également en fonction de l'ampleur de la relocalisation. Donc dans un premier temps, on va relocaliser, on va chercher des endroits en altitude, donc sur la même commune ou la même appellation, ou alors sur des expositions au nord pour essayer de trouver des conditions un peu plus fraîches. Et ici, on parle de scénarios nomades. Et c'est dans ce cadre-là que les
résultats que je vais vous présenter ont été réalisés. Donc évidemment, c'est des scénarios qui sont très peu acceptés par la profession, enfin on va dire les anciennes, les régions traditionnelles. Donc voilà une carte où on voit les zones bleues qui deviennent favorables à la viticulture en 2050. Donc pour les néo-viticulteurs bretons, eh bien, pourquoi c'est une région viticole émergente en 2050, puisqu'il y a déjà du vin qui est produit en Bretagne. Si on prend les projections, donc ici à l'échelle mondiale, ce sont des sorties de modèles climatiques globaux. C'est un ensemble de 17 modèles. Et vous voyez que les régions en bleu ici, donc je pointe sur la Bretagne, donc tout ce qui est en bleu, ce sont les régions émergentes qui montrent qu'entre 50 et 90% des 17 modèles climatiques globaux, sous condition RCP 8.5, donc le plus pessimiste, et à l'horizon assez court terme, on va dire, Philippe Levaux tout à l'heure disait qu'on n'a pas trop cherché au-delà de l'année 2041. Donc c'est ce qu'on va également chercher à regarder les horizons plus lointains. Si on fait un zoom sur, pareil, des projections climatiques avec des indices bioclimatiques pour la viticulture, je ne sais pas si vous les connaissez, donc l'indice de Winkler, au départ, il avait été utilisé pour le découpage des régions viticoles en Californie, et l'indice Duglin. Donc ce sont des cumuls de température moyenne, supérieure à 10, et là, moyenne et température maximale, donc sur la période végétative. Et ici, les différentes couleurs qui vous indiquent donc les climats frais, donc en gros tout le nord de la France, climat frais, et plus chaud sur le littoral méditerranéen. Ça, ce sont les valeurs pour 1950-2009, et ici vous avez la différence. Donc la dernière trentenaire, non c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière trentenaire, donc 1980-2009 par rapport à la trentenaire 50-79. Et on voit bien donc une augmentation des degrés jour, donc qui favorise une amélioration, on va dire, des conditions thermiques pour la croissance et la maturation. Donc évidemment, on voudrait faire un zoom sur la partie qui nous intéresse, parce qu'il y a une demande accrue de connaissances scientifiques au niveau régional, et surtout, comme l'a souligné tout à l'heure Monsieur Levaux, on a besoin d'aller plus loin, de connaître l'horizon lointain. Donc il y a, donc en même temps, au niveau régional, on ne se préoccupe pas trop encore du développement de la vigne, parce qu'il y a d'autres préoccupations, hein, les filières, les autres productions sont largement étudiées. Donc il y a l'agriculture a fortement été étudiée, mais avec les anciens scénarios. On parle de RCP maintenant, mais avant c'était les scénarios stress. Et donc là, il y a toute une série de programmes qui est étudiée par la Chambre d'agriculture. Je passe. Donc, pour vous montrer les résultats donc, du potentiel climatique pour la viticulture en Bretagne. Donc, on a utilisé les données du portail Trias. Donc, Jean-Michel Soubérou vous en a parlé mardi après-midi. Donc, c'est des points gris, ce sont des données régionalisées à 8 km. On a utilisé deux scénarios, le 8.5 et le 4.5. Et on a utilisé deux modèles, les deux modèles français, donc le modèle de Météo France et du CERFATS, que l'on appelle le CNRM, et le modèle de l'IPSL, donc l'Institut Pierre-Simon Laplace. Donc, donc ici, vous avez des stations, donc la pluviométrie à gauche et la température à droite, pour les stations principales du réseau synoptique de la Bretagne, avec le modèle de l'IPSL, où on voit au niveau des pluies, on tend vers une augmentation des pluies hivernales, mais vers une baisse des pluies en été. Donc c'est ce que Jean-Michel vous a expliqué. Même la Bretagne n'y échappe pas. Le modèle du CNRM projette la même chose, mais avec des quantités saisonnières
plus basse que le modèle de l'IPSL. Donc si vous voulez, vous avez la même répartition